La séance de cet après-midi porte sur De Gaulle et la souveraineté nucléaire. Il y aura 4 intervenants. Je commencerai. Ensuite, Frédéric Glorian, enseignant-chercheur à l'ENS Ulm, parlera plus spécifiquement des relations franco-britanniques du temps de De Gaulle. C'est bien ça, hein? Bon. Le président Godefroy, en tant que président de la Fondation Charles de Gaulle, cher Jacques Godefroy, parlera de Gaulle, je pense, mais on verra bien. Et puis, Jean-Dominique Merchet, très gentiment, m'a répondu qu'il parlerait d'autre chose, et ce qui nous changera. Voilà, merci. Merci, Jean-Dominique. Parfait. Alors, je vais introduire le débat et la question sur De Gaulle et la souveraineté nucléaire, et je trouve que le titre de cette session a été particulièrement bien choisi. En tout cas, il me convient très bien. On a en effet là, avec De Gaulle, la convergence d'une conception politique et d'un environnement stratégique. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, n'est-ce pas, c'est que pour De Gaulle, les mots ont un sens, et en particulier le mot souveraineté. Cette notion juridique, pour lui, a une traduction politique, et la traduction politique, c'est l'indépendance nationale, condition sine qua non pour exister sur la scène internationale, et la formulation diplomatique en est la nation aux mains libres. Bref, De Gaulle veut que la France fasse ce qu'elle a décidé, refuser qu'elle se confonde, refuser l'inféodation à une alliance et l'intégration au sein de cette alliance. Et c'est par conséquent être intransigeant sur la souveraineté nationale. Pour De Gaulle, une fois de plus, ce qui compte, c'est l'expérience des années de guerre. Elle est déterminante. La dépendance militaire entraîne la dépendance politique. Qui n'a pas les moyens de se battre doit s'incliner. Pour conquérir Paris au mois d'août ou pour garder Strasbourg en décembre, il faut disposer d'un outil militaire qui ne soit pas lié à la décision d'un pouvoir étranger. Lorsqu'il revient au pouvoir, le 1er juin 1958, les préparatifs de la première explosion nucléaire française, comme on l'a vu ce matin, sont en bonne voie. De Gaulle confirme en tout point les décisions prises par les gouvernements précédents, à l'exception de 2 points dont on a parlé justement encore ce matin, les projets de coopération tripartite avec l'Allemagne et l'Italie, d'un côté, et l'aide à Israël, de l'autre. Toutefois, si j'insiste sur la continuité entre la 4e République et la période de Gaulle, l'aventure de la bombe ne sera plus tout à fait la même. En effet, jusqu'en 1958, il n'est pas question de constituer une force nucléaire indépendante, répondant à une stratégie nationale, mais de disposer d'un atout à faire valoir dans les conseils européens et atlantiques. C'est tout à fait le sens de ce que souhaite Félix Gaillard, de ce que souhaite Maurice Bourgès-Monory et aussi de ce que souhaite Jacques Chaban-Delmas. De ce point de vue-là, j'insiste sur ce point, il y a une différence fondamentale, et d'ailleurs, De Gaulle le lui fera bien comprendre par la suite. Quand il a répondu à Jean Guinel, qui ne se souvenait plus très bien, eh bien, s'il n'avait plus la bonne mémoire, c'est précisément à cause de cela. Avec le général, au contraire, l'arme atomique devient un instrument prioritaire de la politique générale de la France. La force nucléaire est avant tout un instrument politique, un moyen au service d'une fin qui n'est pas tant la sécurité que l'indépendance de la France. Et de ce point de vue-là, je voudrais insister, et c'est pour cela que le titre « La souveraineté nucléaire » me semblait excellent. Le contexte de la fin des années 50 est à mon sens essentiel pour comprendre la politique nucléaire gaullienne au carrefour entre, d'une part, de nouvelles données stratégiques, et je ne vais pas élaborer sur ce point. On entend constamment parler ces jours-ci, pour une bonne raison, du Spoutnik, des questions de l'espace.
des questions de désarmement, de moratoire sur les essais nucléaires, ce qui absorbe toutes les questions internationales dans les années 56, 57, 58 et les convictions profondes du général. Et d'autre part, on nous met rarement en relation la coïncidence entre le retour au pouvoir du général et la publication en 1957 de l'ouvrage d'Henry Kissinger. Il n'y a pas de relation de cause à effet entre les deux, mais on voit bien ce qu'il y a dans l'ère du temps, l'ouvrage Armes nucléaires et politique étrangère, où l'intérêt de l'ouvrage est de montrer la signification profonde de l'arme nucléaire dans les relations internationales, et en particulier le fait que l'arme nucléaire dissout les alliances, recompose le traditionnel rapport de force. Chez De Gaulle, qui affirme une volonté de cohérence entre la politique étrangère et la politique de défense, par opposition à ce qu'il a vécu dans les années 1930, posséder sa propre force nucléaire est une évidence. Par son pouvoir égalisateur, l'arme nucléaire assure à une puissance moyenne comme la France la possibilité de disposer d'un moyen tout à fait essentiel. Et je voudrais évoquer un certain nombre d'étapes, de cas où De Gaulle le fait bien sentir. Il est au pouvoir le 1er juin. Le 5 juillet, John Foster Dulles, le secrétaire au département d'État, débarque à Paris et De Gaulle lui déclare, je cite, « Tout s'organise en fonction de la force atomique. Cette force, vous l'avez. Nous sommes très en retard sur vous, mais nous sommes sur la voie de nous faire une puissance atomique. Une chose est certaine, nous aurons l'arme atomique. » De Gaulle ne rejette pas pour autant l'idée de la redistribution, de la distribution des tâches dans l'Alliance, mais évidemment, si De Gaulle ne refuse pas les armes américaines, De Gaulle, comme d'ailleurs Félix Gaillard, comme d'ailleurs les gouvernements de la 4e République, demandent d'en assurer le contrôle et de décider de leur emploi. Dans cette même conversation, De Gaulle rappelle à Dulles que le fonctionnement de l'OTAN serait favorisé si la France, les États-Unis et le Royaume-Uni collaboraient étroitement pour la définition de la stratégie globale. On est le 4 juillet 1958, le mémorandum de septembre 1958 est évidemment dans la tête du général, pas seulement dans la tête du général, parce qu'il y a toute une série de projets du même texte élaborés par différentes personnes, Jean-Marc Wegner, Maurice Couve de Murville, etc., mais c'est bien ce qu'il en est. Tout est dit dans le mémorandum sur lequel je ne vais pas insister, puisque c'est un document extrêmement bien connu, et toute l'évolution des années 60 est en germe dans ces documents. Alors, il y a évidemment un essai de tripartisme. Je ne vais pas en parler beaucoup parce que, précisément, Frédéric Glorian va en dire un mot. Il y a un jeu de cache-cache entre les Américains et les Français. La responsabilité est partagée. Les Américains parlent de la loi McMahon, qui leur interdit de faire quoi que ce soit. Ils évoquent aussi une question importante. Il parle du 4e pays. Le 4e pays, c'est le 4e pays qui aurait l'arme nucléaire. Et pour eux, le 4e pays hante leurs esprits, et en particulier hante leurs esprits parce qu'ils craignent que ce soit l'Allemagne. Et du côté français, il y a aussi des responsabilités, et en particulier la fameuse souveraineté nucléaire dont il est question. Quelles en sont les étapes ? Le 25 mai 1959, De Gaulle écrit à Eisenhower que la France refuse le stockage des armes nucléaires américaines sur son territoire. Il y avait des armes nucléaires américaines dans les bases américaines. Il était question de continuer à entreposer des armes, des fusées, etc. Et De Gaulle dit dans cette lettre à Eisenhower, « Il ne lui est évidemment pas possible de s'en remettre entièrement de sa vie ou de sa mort à quelque État que ce soit, fût-ce au plus amical. » Alors, Eisenhower est extrêmement
gêné parce que Eisenhower comprend de Gaulle. Et il lui arrive de dire que pour être honnête, il faut dire que pour l'OTAN, nous réagirions comme de Gaulle si nous étions à sa place. Et de temps en temps, on entend Eisenhower pester contre la loi McMahon qui lui interdit de faire ce qu'il veut. Et alors, il y a une scène extraordinaire, vous avez peut-être lu les mémoires de Vernon Walters, qui raconte une rencontre entre De Gaulle et Eisenhower à Rambouillet, après le dîner, 3 septembre 1959. Ça ne figure pas dans les verbatim, dans les comptes rendus des archives, mais Vernon Walters, qui est là et qui assiste à l'entretien, interprétant de temps en temps, etc., raconte cette histoire où on voit les deux chefs d'État qui sont rassemblés au coin du feu, il y a du feu ce soir-là, et ils sont en robe de chambre, et ils se parlent comme deux vieux soldats où ils échangent des propos précisément sur ce thème. De Gaulle dit « Mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas nous laisser partager les secrets ?» et Eisenhower lui répond qu'il regrette en effet et qu'il le souhaiterait beaucoup. Mais c'est comme ça. En tout cas, on se quitte de façon, si je puis dire, en bonne intelligence. Les étapes, c'est donc cette lettre de De Gaulle à Eisenhower, c'est aussi évidemment l'expérience nucléaire du 13 février 60, où on voit combien le général de Gaulle était extrêmement impatient que cette expérience ait lieu. Vous savez que l'expérience a été à 2 reprises repoussée, et finalement, De Gaulle donne l'ordre de tir à moins que les vents ne soient radicalement défavorables. C'est dire son impatience. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une période extrêmement lourde sur le plan diplomatique. Il y a cette question de moratoire des essais, il y a une conférence au sommet qui se profile, et De Gaulle est pressé de pouvoir s'installer à la table de conférence en ayant l'arme nucléaire. C'est la même chose à propos de la bombe H, où il passe son temps à dire à Perfit « Alors, Perfit, votre bombe H ». C'est le refus de la force multilatérale, c'est le refus de se joindre au traité de Moscou, c'est le retrait de l'intégration militaire de l'OTAN, c'est le refus du traité de non-prolifération. Et de ce point de vue-là, puisque la question de la non-prolifération est tout de même un point extrêmement intéressant, je voudrais aborder, pour terminer, cette question de l'attitude de De Gaulle à l'égard de la non-prolifération à travers sa théorie de la souveraineté nucléaire. En effet, les Américains insistent auprès de De Gaulle pour que les Français, puisqu'ils ont acquis l'arme nucléaire, ne la communiquent pas à d'autres. Et il y a un entretien avec Dean Rusk qui vient le voir le 16 décembre 1964. Encore à ce moment-là, il y a des soupçons concernant les relations franco-israéliennes, malgré le diktat de De Gaulle en juin 1958. De Gaulle lui répond de façon catégorique qu'il n'est pas favorable à la dissémination, nous ne fournirons pas la bombe à autrui. Mais, et c'est l'autre aspect qui me paraît extrêmement intéressant, parce que De Gaulle se manifeste comme à la fois fataliste et sceptique à l'égard de la prolifération et en même temps visionnaire. Il dit « Le seul moyen d'empêcher la prolifération consisterait à supprimer partout l'arme nucléaire. Malheureusement ou heureusement, dit-il, ça ne se passera pas. » Et il continue en disant « La bombe devient de plus en plus facile à réaliser. On ne pourra pas empêcher l'Inde, le Japon, la Suède d'y parvenir. Il est à craindre que ce ne soit un fait mondial contre lequel on ne pourra rien jusqu'à la prochaine guerre. L'on pourrait certes envisager des mesures de principe ou théoriques. Un concile, c'est le concile du Latran en 1139, un concile avait bien condamné l'arbalète, mais sans résultat. » Bref, cette conception de De Gaulle concernant
la dissémination, la prolifération, les questions de souveraineté nucléaire sont à méditer. Au fond, De Gaulle a peu de goût pour les analyses stratégiques et les questions de doctrine. À Raymond Aron, qui lui avait adressé un exemplaire de son ouvrage « Le Grand Débat », il répondit par des remerciements et des félicitations pour cette analyse, ajoutant qu'il y aurait toujours des théologiens, suivez mon regard, et insistant sur le fait que, pour lui, la question centrale était « Est-ce que la France restera la France ?» Merci. Le président Godefroy arrive. Bien. Cher Monsieur le Professeur, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est très important et c'est un honneur pour la Fondation Charles de Gaulle d'être à vos côtés. D'abord les orateurs de ce matin, cet après-midi, vous-même, vous tous. Et je voudrais remercier donc le CEA de cette invitation pour ce colloque qui s'avère prestigieux, placé sous le haut patronage d'ailleurs de Monsieur le Président de la République. L'an dernier, sous ce même patronage, avec le soutien des assemblées parlementaires, nous avions consacré trois journées d'études à réfléchir sur le modèle de défense français à la lumière des apports gaulliens, réflexion à laquelle vous nous aviez fait l'honneur et l'amitié de participer, Monsieur le Professeur, déjà, il y a des précédents. Et il peut sembler paradoxal que nous n'ayons pas consacré à l'époque une table ronde à part entière à la dissuasion, même si celle-ci pouvait constituer une forme de fil rouge entre la chaîne de commandement, la capacité qui était le principe de ce colloque d'ailleurs, le commandement, la capacité de projection et les moyens de rayonnement. Ces trois thématiques que nous avions abordées étaient elles-mêmes le contenant essentiel de ces 3 journées. Et je suis heureux donc aujourd'hui même de pouvoir me consacrer pleinement, de manière autonome si j'ose dire, à ce propos, même si, on le verra, la dissuasion constitue ce que j'appelais tout à l'heure le fil rouge, le pilier de la politique de puissance qui a été signalée ce matin et de dissuasion, d'indépendance du général qui lie défense, et vous venez de le dire, et politique étrangère. Alors qu'on me demande aujourd'hui une courte réflexion sur la relation du général de Gaulle à la dissuasion, je voudrais me borner à 2 courtes remarques. La première a trait à la continuité entre l'effort que déploie de Gaulle pour moderniser l'armée française dans les années 30, vous avez lu tous ses ouvrages, et qui l'amène à identifier modernité et souveraineté. Les deux vont ensemble, l'un ne va pas sans l'autre. Et l'élan de la libération, qui fera de lui, vous le savez mieux que moi, le fondateur du CEA. Cette tendance forte dans la pensée gaulienne relève de sa foi, cheville au corps, on la retrouve tout le temps dans le progrès technique, elle est ancienne, mais elle est permanente, mais aussi une tendance profonde de notre pays qui fut, en 1936, le premier des grands pays industriels à se doter d'un ministère de la Recherche. La création du CEA, dont je disais un mot, que de Gaulle impose par l'ordonnance du 18 octobre 1945, et, comme le fait d'ailleurs remarquer Bertrand Goldschmidt, remarquez bien le sens du symbole chez le général, la dernière ordonnance qu'il signe dans le délai imparti pour légiférer avec le seul accord du Conseil d'État. C'est sa dernière ordonnance. Comment mieux démontrer l'importance que le général accordait à cette affaire? Les débuts de l'aventure nucléaire s'étaient déroulés dans la France et de Gaulle, tenu dans l'ignorance par les Alliés, n'avait dû ses quelques connaissances sur le sujet, vous l'avez rappelé rapidement tout à l'heure, qu'à quelques savants français, qui ont été cités ce matin, engagés dans cette aventure et qui avaient, à la mi-44, brisé leur engagement de confidentialité
dans le cadre discret d'une chambre d'hôtel d'Ottawa, Pierre Auger et Jules Guéron avaient alors mis au courant, dans les grandes lignes, en quelques minutes distraites à la vigilance des services américains, du travail d'apocalypse qui alors se préparait. C'est également de ce contact que De Gaulle avait été pressé d'engager la France dans la voie de ses recherches, notamment en faisant appel à Frédéric Joliot-Curie, largement cité ce matin, pourtant resté en France pendant l'occupation et membre du Parti communiste depuis 1942. En 1940, l'avance de la recherche française était pourtant notable en matière de fission nucléaire. Et le rocambolesque épisode de l'embarquement des stocks d'eau lourde à destination de l'Angleterre par Alban et Kowarski, le 18 juin 1940 d'ailleurs, ainsi que le refus de Joliot-Curie de quitter la France pour Londres, ont sans doute brisé un élan qui s'avérait prometteur. Le travail du Maud Committee britannique, directement basé sur les travaux français et l'apport de nos savants, fut essentiel dans la décision américaine d'entreprendre fin 1941 un programme nucléaire à large échelle. Pourtant, le témoignage de Bertrand Goldsmith l'atteste, les États-Unis furent très réticents à laisser des savants français travailler sur leur programme nucléaire. La théorie américaine de la non-prolifération nucléaire était déjà à l'œuvre et se traduisait concrètement par une mise à l'écart de nos propres savants. Seule la création du bureau scientifique de la délégation de la France libre, à New York, put contribuer, malgré des soubresauts, à contourner l'obstacle et plusieurs épisodes suivants, les accords de Québec, dont la fameuse rencontre entre Alban et Joliot-Curie à Paris en décembre 1944. Cela montra d'ailleurs la très forte réticence, confirmée, américaine, à laisser la France progresser dans ce domaine. On notera au passage que, précisément, Churchill fut bien loin d'intercéder en faveur de notre pays auprès des Américains, alors que la figure de Joliot-Curie était agitée comme le spectre d'une collaboration franco-soviétique dans ce domaine. Ce n'est d'ailleurs pas le seul moment où une agitation autour de ce spectre fut pratiquée par nos alliés. La réalité de cette possibilité, dans la France, au début de l'effort de reconstruction, était bien plus modeste. Ce n'est que le 13 mars 1945 qu'une note de Raoul Dautry, auquel il a été largement fait allusion ce matin, soulevait la possibilité de réintroduire la recherche française dans le domaine en se portant de nouveau acquéreur d'eau lourde auprès de la Norvège. De Gaulle avait rencontré Joliot-Curie dès la fin de l'année 1944 et n'avait pas hésité à nommer à la tête du CNRS un homme qui avait rejoint le Parti communiste. Les deux explosions d'Hiroshima et de Nagasaki précipiteront finalement un processus jusque-là très progressif, et c'est à la fin septembre 1945 que De Gaulle chargera Frédéric Joliot-Curie et Raoul Dautry de créer une structure dédiée à la recherche nucléaire, placée dès l'origine sous une double autorité, scientifique et administrative, dépendant directement du chef du gouvernement et dotée à cet égard d'une très large autonomie financière et administrative. Tout cela dépendant directement, je le rappelle, du chef du gouvernement. Malgré le caractère finalement précipité de la mise en place du CEA, moins d'un mois entre la décision fin septembre et l'ordonnance le 18 octobre, De Gaulle avait, dès le début, pris des décisions fortes qui permirent au CEA un envol très rapide, notamment grâce à toutes les reconnaissances collectées et connaissances collectées indirectement pendant la guerre. Ma seconde série de remarques concerne la conception de la dissuasion chez le général. La doctrine nucléaire, édictée et mise en œuvre par De Gaulle, découle de plusieurs éléments nouveaux du contexte international. Il en a été cité par le professeur à l'instant.
la parité nucléaire étant le principal, évidemment. Même si celle-ci n'est pas tout à fait effective en 1958, loin de là, le pacte de Varsovie peut revendiquer une capacité à frapper le territoire américain. Les États-Unis ne sont donc plus seuls un isolat pouvant user de la menace nucléaire sans se trouver menacés eux-mêmes en retour. Tout ceci remettait en cause la stratégie militaire de l'OTAN et la défense de l'Europe. Désormais, il est inenvisageable pour les États-Unis de déclencher un conflit généralisé pour un conflit localisé en Europe, ce que les États-Unis assument pleinement dès 1959, avec le concept de riposte graduée. Il reviendrait désormais aux USA et aux USA seuls d'évaluer le risque de réaction à employer en cas d'attaque soviétique. Ce passage à un usage tactique de l'arme nucléaire obligeait des États européens à redéfinir leur stratégie propre de sécurité. De fait, le rollback américain induisait une inflation continue de forces conventionnelles en Europe et le développement d'armes nucléaires tactiques. Cependant, dès 1964, le général Ayret, dans un article, montrait que l'Europe, en cas d'offensive soviétique, serait le champ de bataille des forces conventionnelles et qu'un usage élargi des forces nucléaires tactiques efficaces serait probable. Les conséquences seraient dramatiques car les populations allemandes, françaises ou hollandaises et autres seraient les toutes premières touchées. Dans ce contexte, en mouvement, la redéfinition gaullienne qui conduit à pointer la nécessité d'une force de frappe susceptible, je cite, susceptible de se déployer à tout moment, n'importe où, repose précisément sur une analyse lucide de cette évolution. On en connaît l'exposé des principes à l'école militaire, le 3 novembre 1959, Guillemet, il faut que la défense de la France soit française. Un pays comme la France, s'il lui arrive de faire la guerre, il faut que ce soit sa guerre. Ça rappelle une phrase de 1944 d'ailleurs, la libération de Paris. La suite est essentielle. La conséquence est évidemment que nous sachions nous pourvoir au cours des prochaines décennies d'une force capable d'agir pour notre compte, de ce qu'il est convenu d'appeler une force de frappe susceptible de se déployer à tout moment et à n'importe quel lieu. Il va de soi qu'à la base de cette force, il y aura un armement atomique qui doit nous appartenir. Et puisqu'on peut détruire la France, éventuellement à partir de n'importe quel point du globe, il faut que notre force soit faite pour agir où que ce soit sur la terre. Guillemet. Tout est dit dans ces quelques mots. La force de frappe française doit être autonome et reposer sur une capacité de frappe immédiate et permanente qui garantit à la France sa pleine indépendance. Il s'agissait là donc d'une reconfiguration complète qui excluait de fait la France de la riposte graduée, chère aux Américains, et s'opposait frontalement à leur stratégie de non-prolifération qui leur aurait laissé la seule possibilité nucléaire dans la défense de l'Occident. Dès 1962, les États-Unis de Kennedy, secoués par l'initiative et la transgression gaullienne, ô combien, étaient d'ailleurs amenés à infléchir leur positionnement, proposant notamment à la Grande-Bretagne une force nucléaire de sous-marins équipée de la fameuse fusée Polaris. Mais la stratégie de Gaulle était une stratégie d'ensemble, qui visait à garantir la sécurité du territoire, certes, mais aussi à redonner à notre pays une capacité d'initiative en matière de politique étrangère. Et le lien est établi, comme vous l'avez signalé tout à l'heure. Sans faire de la France un troisième grand, la dissuasion permettait à la France
de sortir d'un cadre contraint de la guerre froide. De Gaulle allait d'ailleurs préciser cette doctrine lors de sa conférence de presse du 14 juin 1963, Guillemet, « La carrière de la dissuasion nous est donc désormais ouverte, dit-il, car le fait d'attaquer la France équivaudrait sur qui que ce soit à subir lui-même des destructions épouvantables. Sans doute, ajoute-t-il, les mégatonnes que nous pourrions lancer n'égaleraient pas en nombre celles qu'Américains et Russes sont en mesure de déchaîner, mais, dit-il, à partir d'une certaine capacité nucléaire, et pour ce qui nous concerne, la défense directe de chacun, la proportion des moyens respectifs n'a plus de valeur absolue. Tout est dit dans ces quelques phrases. Il conclut en disant « En effet, puisqu'un homme et un pays ne peuvent mourir qu'une fois, la dissuasion existe dès lors que l'on a de quoi blesser à mort un éventuel agresseur, qu'on y est à ce moment-là très résolu et que lui-même en est bien convaincu. » La France cessait alors, dès lors, d'être un pion sur l'échiquier mondial à la merci de ses alliés. Mais elle accédait soudainement à une dimension particulière, spéciale, sans grand équivalent d'ailleurs dans le monde, qui lui ouvrait une nouvelle capacité d'initiative. De Gaulle en tirait froidement la leçon en détaillant la dépendance stratégique et par conséquent politique. Et que l'on croit avoir par rapport aux deux géants les pays qui n'ont pas d'armement atomique. Nous sortions de ceux qui étaient étrangers à ce couple. Dernière remarque, la doctrine française s'applique à toute attaque contre les intérêts majeurs du pays. La doctrine gaullienne vise donc à créer l'incertitude, à ne pas restreindre nécessairement une défense du territoire national. La mise en place, dès les années 60, d'une flottille de sous-marins ou du programme des Mirages, puis la mise en place du plateau d'Albion, vise à pouvoir porter un danger nucléaire et à compléter la doctrine de 59. Une force susceptible de se déployer à tout moment et n'importe où, je répète l'expression du général, bref, une force tout azimut, et là aussi tout est dit avec ces deux mots, selon la formule du général Ayret. Je voudrais conclure en soulignant que cette doctrine participe de ce que le général de Gaulle a légué à notre ADN national. Quand bien même la politique de dissuasion des années 60 fut contestée à l'époque et jugée disproportionnée, trop coûteuse pour notre pays, par ceux qui avaient intégré son déclin un peu comme inéluctable, aucun chef d'État depuis lors n'a remis en cause ce qu'avait décidé et fait le général de Gaulle en matière de doctrine militaire, aussi bien dans ses principes que dans ses applications. Elle constitue donc sans doute, en mettant en valeur certains principes, la mise en cohérence d'une politique étrangère avec une politique de défense, le choix résolu de la modernité au service de l'indépendance, d'une éclatante illustration des leçons mûries par le général de Gaulle tout au long des années 30 pour garantir l'objectif profond de tout gaulliste. Plus que jamais, la France ne connaît l'effondrement qui fut le sien en 1940. C'était le principe de base du général, plus jamais ça. Je vous remercie. Merci, Président Godefroy. À vous de jouer. Merci, Monsieur le Professeur. Je souhaitais tout d'abord remercier les organisateurs de ce colloque, en particulier Dominique Mongin et Céline Jurgensen de m'avoir invité à parler ici. Dans mon intervention, j'aimerais revenir sur les débuts de la présidence gaullienne et analyser en particulier le rôle joué par le mémorandum de septembre 1958, déjà évoqué par le professeur Weiss, dans l'affirmation
d'un souverainisme nucléaire propre à la Ve République. J'aborderai cette question à partir d'une perspective originale en me concentrant sur les Britanniques. En effet, le point de vue de Londres vis-à-vis de cette proposition d'un directoire nucléaire franco-anglo-américain a été quelque peu oublié et souvent confondu à tort avec la position américaine. Cette perspective britannique, donc qui s'appuie sur l'étude des archives, fait ressortir par effet de contraste la singularité de la nouvelle identité stratégique et nucléaire de la France des débuts de la Ve, en pleine émergence, et c'est ce que je montrerai dans un premier temps. Et je m'intéresserai ensuite aux différentes relances du mémorandum jusqu'en 1961, qui démontrent que par-delà l'échec indéniable du tripartisme, sur lequel on insiste non sans raison, eh bien, ce mémorandum a pris une importance de plus en plus grande dans l'esprit de Macmillan. Et je conclurai mon exposé par quelques remarques sur la valeur symbolique du mémorandum. Tout d'abord, donc, le mémorandum, quand il est reçu à Londres, provoque immédiatement un très grand malaise. De Gaulle avait tapé dans le mille. En effet, après Suez, Macmillan avait eu la priorité de rétablir la proximité avec les États-Unis et avait emporté très vite un double succès lors du sommet de Washington en octobre 1957. Le résultat le plus spectaculaire et le plus connu, c'est le rétablissement de la relation spéciale en matière nucléaire qui avait disparu en grande partie en 1946 à cause du vote de la loi américaine McMahon, très restrictive, et que Londres n'avait eu de cesse de rétablir. En 1957, c'est fait. Mais il y a une seconde dimension de cette conférence de Washington bien souvent ignorée, c'est que Macmillan avait obtenu la mise en place d'une ambitieuse machinerie bipartite qui institutionnalisait une consultation diplomatique anglo-américaine sur l'ensemble des problèmes posés par la lutte avec les soviétiques. Il y avait même un groupe de travail sur l'Algérie. Sans jamais le reconnaître face aux Français, Macmillan était donc allé très loin dans la mise entre parenthèses de l'entente cordiale, après Suez, à la faveur de la relation spéciale. Et sur ces deux points, le mémo venait perturber l'œuvre de Macmillan. De Gaulle proclamait en effet d'emblée des ambitions très élevées qui firent tanguer l'édifice anglo-américain tel qu'il avait été reconstruit par Macmillan depuis 18 mois. De Gaulle voulait un Occident tripartite, fondé sur un partenariat nucléaire à égalité entre les trois, c'est-à-dire non seulement égalité avec les Britanniques, mais aussi avec les Américains. Et je rappelle que la France ne possédait pas encore aucune bombe. Et je voudrais lire un extrait d'archives françaises qui, à mon avis, contient toute la méthodologie nucléaire de Gaulle. C'est ce qui nous est nécessaire qu'il nous faut obtenir, et non pas une modification de la loi McMahon. Il y avait là une redéfinition maximaliste des objectifs de la négociation avec les États-Unis, mais aussi un impératif de méthode. Il ne fallait pas confondre l'objectif final, c'est-à-dire un armement atomique pour la France dont elle dispose entièrement et qui lui permette de participer à la stratégie planétaire, et le moyen, à savoir l'établissement d'une coopération technologique avec les Américains. Et c'est cette confusion dont De Gaulle implicitement accusait les Britanniques et les hommes de la 4e République à qui la Grande-Bretagne avait servi de modèle en matière de diplomatie nucléaire. À l'inverse, la diplomatie nucléaire britannique vis-à-vis de Washington était fondée sur la souplesse. Le statut de junior partner était accepté explicitement par Macmillan, qui utilise la formule devant Eisenhower, en échange de l'accès privilégié à la technologie nucléaire américaine. Et donc, on voit les diplomates britanniques aborder la question de la coopération nucléaire très progressivement, pas à pas, en exploitant, en manipulant, je dirais même, les complexités et contradictions de la bureaucratie washingtonienne, mais en se satisfaisant aussi de résultats imparfaits. Et donc on voit très bien qu'à une logique d'influence britannique s'oppose d'emblée une logique de restauration de la souveraineté nucléaire typiquement gaullienne. Pour revenir à la réponse qui fut faite par les Britanniques au mémorandum, il y avait un problème qui se posait en particulier à Londres, c'est que Londres avait besoin d'apaiser De Gaulle, puisqu'à la fin de 1958,
la Grande-Bretagne se trouvant en situation de vulnérabilité au plan européen, où elle ne réussit pas à empêcher l'échec de la zone de libre-échange face au succès du marché commun. Et donc, on voit les Britanniques finalement adopter un profil bas dans les discussions à 3, qui ont finalement lieu début 59 sur l'Extrême-Orient et sur l'Afrique. Et on découvre ici l'effet paradoxal du rétablissement de la relation spéciale. Londres avait d'ores et déjà perdu en large mesure le contrôle de l'ordre du jour de sa diplomatie avec la France. Et de plus en plus, les rapports franco-britanniques allaient dépendre de ce qui se passerait directement entre Français et Américains. Si je résume, la réponse au mémorandum était doublement négative de la part des Américains sur la substance. Il était hors de question de s'engager dans une planification nucléaire à 3, mais aussi de la part des Britanniques au plan de la méthode. Car au fond, Londres avait tout simplement esquivé la question posée par le mémorandum. Doit-on pour autant en conclure à un échec complet du tripartisme ? Ma première réponse sera de dire que l'interaction trilatérale qui a tout de même eu lieu sur le mémorandum a eu un effet peu perceptible à l'époque et imperceptible du point de vue de De Gaulle, puisque c'est resté tout à fait confidentiel, c'est que les groupes de travail bipartites anglo-américains ont été mis en sommeil quasi immédiatement, dans les débuts de l'année 1959. Les revendications tripartites de De Gaulle avaient donc agi comme une arme de remise en cause, tout au moins en partie, de la relation spéciale. Je passe maintenant à ma deuxième partie. Ce que l'on ignore trop souvent aussi, c'est que le trialogue, pour utiliser le néologisme de Couve de Murville, se poursuit bien au-delà. Il y a plusieurs relances du tripartisme, et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'on voit que ce mémorandum acquiert une importance de plus en plus forte pour Macmillan. C'est tout d'abord Eisenhower lui-même qui, à la grande surprise des Britanniques, a pris par 2 fois l'initiative de relancer le tripartisme, en décembre 1959 et en mai 1960. Et ça a conduit Macmillan à accorder de plus en plus d'importance au document. Le sommet occidental de Rambouillet, en décembre 1959, aurait pu représenter une avancée décisive vers les conceptions tripartites du général, et ce, à un double niveau. D'abord, lors de ce sommet occidental, on a eu de facto une réunion au sommet tripartite entre Eisenhower, Macmillan et De Gaulle, où toute une série de problèmes délicats ont été discutés. Et ensuite, surtout, comme je l'ai déjà dit, Eisenhower, de sa propre initiative, sans sollicitation première de De Gaulle, semble accorder ce qu'il a refusé jusque-là, c'est-à-dire un mécanisme clandestin où chaque pays serait représenté, chacun des 3, par 3 fonctionnaires de haut niveau, un diplomate, un économiste et un militaire. Cette offre américaine de Rambouillet a sans doute constitué le point de convergence maximale entre la France et ses 2 partenaires anglo-américains à propos du tripartisme. Le problème, c'est qu'elle ne se concrétisa jamais. L'accord opéré au sommet entre les 3 chefs d'État et de gouvernement a été vidé de son contenu par une opération assez extraordinaire de rétropédalage, pour citer une expression de Macmillan, orchestrée par le secrétaire d'État américain Herter, avec la bienveillance du Foreign Office. Face à cette manœuvre, l'action de Macmillan fut des plus velléitaires. Il avait été, je dirais, emballé par l'offre de Eisenhower et il n'agit pas pour la faire appliquer. La montagne de l'offre de Rambouillet accouche d'une souris, de discrets dîners tripartites à un niveau ministériel, c'est tout. Pas de quoi tirer le dialogue stratégique franco-britannique de l'ornière où il se situait. Et on voit Macmillan échouer face à une espèce de coalition atlantiste de diplomates américains et britanniques qui contournent dans une certaine mesure leurs autorités politiques. On a un épisode tout à fait similaire qui se déroule entre mai et août 1960, qui a été la dernière tentative sérieuse de la part de De Gaulle de mettre en œuvre le mémorandum de 1958. On le voit proposer à nouveau une série de sommets tripartites, ainsi qu'un tripartisme stratégique. Il faut entendre ce tripartisme nucléaire. Et après l'échec de cette tentative, pour les mêmes raisons que la précédente, De Gaulle prend définitivement son parti de l'échec du tripartisme. Est-ce la fin du mémorandum ? Eh bien non. Il y eut une ultime tentative de relance posthume, je dirais,
qui est restée secrète et qui fut, cette fois-ci, à l'initiative de Macmillan en 1961. Macmillan était toujours en quête d'une solution à son problème européen. Quelle relation entre Londres et les Six ? En janvier 61, Macmillan formule un grand dessein. Il propose l'idée d'organiser un grand marchandage franco-britannique dans lequel un règlement satisfaisant de la question des rapports de la Grande-Bretagne avec l'Europe serait échangé contre une reconnaissance à la France de son statut de grande puissance à égalité avec le Royaume-Uni. Cette reconnaissance comprenait deux dimensions. D'abord, la diplomatie britannique devrait obtenir de Washington l'établissement effectif d'un tripartisme franco-anglo-américain. Et cela impliquait des réformes de l'OTAN en faveur desquelles Macmillan se prononçait de plus en plus. Et deuxièmement, Londres devait faciliter l'accomplissement des ambitions nucléaires françaises. La contrepartie était que De Gaulle devait favoriser le rapprochement entre Londres et le marché commun. Toutefois, il y avait une contradiction flagrante dans la démarche de Macmillan. Sur les deux aspects, tripartisme et coopération nucléaire, le chemin vers Paris passait par Washington. Le cœur du grand dessein, c'était d'abord donc le marché euro-nucléaire, comme on pourrait l'appeler. Il devait d'abord être présenté à Kennedy, avant, une fois qu'il était approuvé par le président américain, d'être proposé à De Gaulle. L'assentiment de Washington restait la condition sine qua non. Or, la réponse de Kennedy ne se fit pas attendre. Dès mai 61, elle était négative. Notons, pour finir, ce simple fait qui en dit long. De Gaulle n'entendit tout simplement jamais parler du grand dessein, tout de moins de la partie nucléaire de ce grand dessein, alors qu'il en était le point central de l'application. On voit donc indéniablement les contraintes de la relation spéciale plus lourdes que jamais pour Londres. Outre son rôle de révélateur de l'hégémonisme américain, le mémorandum mettait aussi en évidence l'ampleur des sacrifices qu'exigeait le choix atlantiste opéré par Macmillan en janvier 1957. Et je souhaiterais maintenant conclure en insistant sur la dimension symbolique du mémorandum de 1958, et j'opérerai ici un rapprochement avec l'appel du 18 juin 1940. Ce qui m'a donné l'idée de ce rapprochement, c'est tout simplement en lisant les mémoires de guerre et les mémoires d'espoir. J'ai remarqué que pour l'un comme pour l'autre, De Gaulle utilise la même métaphore. Il hisse les couleurs. Par-delà les différences évidentes de contexte, des similarités importantes existent entre l'appel du 18 juin et le mémorandum. Voilà deux documents qui proclament le principe d'une indépendance française qu'il s'agit de restaurer. Et tous deux aussi contiennent une vision géopolitique mondiale, inscrite dans la perspective d'un Occident constitué des trois puissances, États-Unis, Grande-Bretagne, France. Ce lien avec l'époque de la Seconde Guerre mondiale permet, à mon sens, d'interpréter la signification profonde du mémorandum vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Au fond, De Gaulle posait aux Britanniques la même question que celle qu'il avait posée à Churchill lors de sa visite en France le 11 novembre 1944. Les Britanniques étaient-ils prêts à un partenariat véritable avec la France ? Étaient-ils prêts non seulement à considérer les Français comme des égaux, mais aussi à se considérer eux-mêmes comme les égaux des Américains? C'était là la condition requise de la part des Britanniques pour former le concert tripartite, cet Occident idéal que De Gaulle avait proposé dans son mémorandum. Et c'est là un des nœuds du problème franco-britannique, qui avait provoqué déjà pendant la Seconde Guerre mondiale des confrontations très graves entre Churchill et De Gaulle. De Gaulle avait en effet plusieurs fois reproché à Churchill, je cite, de se mettre à la remorque des États-Unis. D'après lui, c'était à Churchill, qui avait combattu les Allemands dès les premières heures, de, je cite à nouveau, prendre la direction morale de la guerre en Europe. Et il y a une continuité là-dessus dans la pensée du général vis-à-vis de la Grande-Bretagne et du rôle qu'elle doit se donner dans le monde et en Europe. Et je voudrais citer un dernier document. En juin 1958, De Gaulle a un entretien avec Norstad, le SACEUR, et il lui dit « Je ne comprends pas pourquoi les Britanniques n'exigent pas d'occuper le poste de SACEUR ». Je vous remercie de votre attention. À Jean-Dominique Merchet de faire le 4e exposé.
Oui, et après des interventions aussi érudites, je ne suis pas, comme vous le savez, un historien professionnel, même si j'ai un petit goût pour l'histoire, un certain attachement à la figure du général de Gaulle. Je vais quand même vous parler un peu d'histoire, mais je vais vous en parler d'une manière un peu détournée, parce que je voudrais vous parler d'industrie. Et lorsqu'on évoque le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, évidemment, il faut toujours en revenir à mai-juin 40. Le président Godefroy l'a dit, l'idée du général de Gaulle, c'était plus jamais ça. Plus jamais cette défaite absolue de mai-juin 40. Mais il y a autre chose une des conséquences majeures de mai-juin 40, c'est évidemment l'occupation de notre pays et tout ce qui s'ensuit, mais c'est que la France, pendant 5 ans, et 5 années qui comptent au moins double, voire triple, voire quadruple dans l'histoire industrielle et technologique, va être hors jeu. Alors que les grands pays, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Union soviétique, l'Allemagne, vont faire des progrès absolument considérables. Leur industrie, leurs ingénieurs, leurs scientifiques vont faire des progrès absolument considérables pendant ces demi-décennies, ces quelques années, c'est très très court, c'est moins long qu'une loi de programmation militaire française, rendez-vous compte. Pendant cette période de 1940 à 1945, tout change en matière de technologie. Prenons quelques exemples. En 1940, en 1939, les scientifiques, quelques scientifiques très pointus, s'interrogent sur la possibilité presque théorique et vous l'avez vu ce matin, de fabriquer une arme nucléaire. En août 1945, il y en a 2 qui tombent sur des villes japonaises. La puissance des moteurs d'avion, au départ, les avions qu'on met au point en 39-40 sont des avions où la puissance des moteurs commence à atteindre péniblement les 1000 chevaux. 5 ans plus tard, on est à 2500 chevaux en moyenne, sans parler de cette formidable révolution technologique qui est l'apparition du réacteur. En 1940, il n'y a pas de fusée. En 1944, elle tombe sur Londres. En 1940, dans les avions, dans les bateaux, il y a assez peu de systèmes de guerre électronique. En 1945, ils en sont truffés. Les bombardiers qu'on voit, les forteresses volantes, sont bourrés de radars, de systèmes de contre-mesure, de systèmes de navigation. Voilà. Donc tout ça va changer très vite. Les sous-marins connaissent une évolution considérable puisque la technologie qui est mise au point par les Allemands à la fin de la guerre va être celle qui va perdurer dans la sous-marinade classique pendant les 30 ou 40 années suivantes. Or, la France est hors jeu, parce que simplement elle est occupée et que la domination allemande empêche ses industriels, empêche ses ingénieurs, empêche ses scientifiques de travailler. Certains vont le faire clandestinement en détournant les choses, mais pendant que d'autres le font à ciel ouvert avec des moyens absolument considérables. Il faut imaginer ce que ont été, vous le savez, les grands programmes d'investissement, les grands programmes de militarisation aux États-Unis ou en Grande-Bretagne et en Allemagne, mais c'est le cas également en Union soviétique. Combien ils ont progressé considérablement, mis au point des matériels extrêmement sophistiqués et surtout une capacité de les produire. Nous, on ne le fait pas en France. Voilà, on est hors jeu. Un seul exemple, pendant que nos alliés ou nos ennemis ou nos futurs adversaires produisent des avions extrêmement modernes, on assemble à Colombes, aux ateliers industriels aéronautiques de Colombes, des Junkers 52, qui est un avion qui date de la fin des années 20, mis au point à la fin des années 20, début des années 30. On est en décalage total par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et ça, c'est la situation que le général de Gaulle, que le gouvernement provisoire, que les gouvernements de la Libération, les premiers gouvernements de la Libération vont trouver. Et il va y avoir effectivement cette volonté absolument déterminante, permanente, d'abord de la 4e République
et ensuite, évidemment, de manière encore plus forte, de la République gaullienne, qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, de se doter d'une industrie absolument, enfin, de niveau mondial. La dissuasion nucléaire, évidemment, j'enfonce une porte ouverte en vous le disant, vous êtes tous des spécialistes, elle joue à la fois un rôle totalement structurant et un rôle totalement moteur dans cette ambition industrielle et scientifique. La France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cette ambition autour de la dissuasion nucléaire. Il n'y aurait pas Ariane, par exemple. Voilà. Il n'y aurait pas le nucléaire civil. Il n'y aurait pas des choses... Est-ce que la France fabriquerait des supercalculateurs Terra, enfin chez Atos, anciennement Bull, s'il n'y avait pas eu des plans de développement, s'il n'y avait pas eu la simulation nucléaire, s'il n'y avait pas eu l'ambition nucléaire? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc il y a effectivement là quelque chose de structurant, quelque chose de stratégique, une volonté absolue de la France. Et le président Godefroy disait à juste titre que pour De Gaulle, il essayait de conjuguer modernité et souveraineté. On a souvent, la phrase est très juste, on a souvent une image un peu conservatrice d'un Général de Gaulle, d'une France de l'ancien temps. Rappelez-vous cette phrase formidable où il évoque les lampes à huile et la marine à voile. Il n'est pas en réalité nostalgique de cette époque. Dès avant-guerre, il s'oppose à l'establishment intellectuel, stratégique, militaire qui a du mal à comprendre ce que signifie le mot de guerre mécanique, comme on dit à l'époque. Et à deux reprises dans sa vie, il va d'abord comprendre que cette guerre mécanique, c'est celle qu'il faut faire, ça c'est dans les années 30, et dans les années 50-60, il va comprendre que l'ère, d'une certaine manière, de cette guerre mécanique, les grosses divisions blindées, et ce qu'il avait pourtant vécu, est déjà obsolète et qu'il faut passer à autre chose. Il a eu des conversations, on le sait, assez vives avec la hiérarchie militaire autour de ces sujets lorsqu'il revient au pouvoir, où les généraux viennent lui expliquer qu'ils ont besoin de blindés. Il leur explique, oui, c'était vrai, mais dans les années 30, maintenant, nous avons besoin d'une arme nucléaire. Voilà. Donc, on a... cet héritage qui modèle, qui structure la France d'aujourd'hui, si on s'amuse à regarder les grands groupes qui de fait participent à la dissuasion, je vais m'amuser à en prendre quelques-uns, comme ça, vous avez Ariane Group, c'est Airbus et Safran, vous avez DCNS, vous avez Areva, vous avez MBDA, vous avez Dassault, vous avez Thales, enfin, et vous avez une myriade de PME et d'entreprises de taille intermédiaire qui sont le cœur technologique de notre pays. Ça, lorsqu'on aborde la question de la dissuasion nucléaire, on parle beaucoup de volonté politique, de diplomatie, de stratégie. On parle beaucoup des forces. On parle beaucoup des sous-marins nucléaires. On parle beaucoup des Mirage 4, des différentes têtes nucléaires. Mais le troisième pilier, tout aussi important que les deux autres, c'est évidemment le pilier industriel et scientifique. Et les gens de la DAM, du CEA, comme les gens de la DGA le savent parfaitement, mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus sexy. Et donc, on a souvent tendance à le minorer et à l'oublier dans nos réflexions. Une défense, ça marche sur 3 pieds. Alors c'est une forme d'amble assez bizarre, mais ça marche sur un pied politique, ça marche sur un pied militaire et ça marche sur un pied industriel. Et s'il en manque un, c'est la cata. Prenons-y garde. Dernière petite chose, il faut se demander si nous ne sommes pas quand même, si ce modèle qui a été absolument formidable, qui fait la France qu'on tous ici, je crois, on aime assez, voire beaucoup, si ce modèle n'est pas quand même aujourd'hui en cours d'épuisement. Il faut vraiment se poser la question si ce modèle d'une politique industrielle à l'ancienne, d'une certaine manière,
avec ces grands groupes, avec cette volonté politique, avec cette programmation. On parle de programmation, en réalité, il s'agit de l'ardente obligation du plan, comme on disait à une certaine époque. Il y a quand même aujourd'hui, je pense, un vrai risque d'épuisement. Et nous devons y réfléchir, l'aborder. Je pense que ce sera des choses qui pourront être analysées dans la table ronde qui suivra. J'en vois deux ou trois prodromes de cet épuisement. Les énormes difficultés de la filière nucléaire civile en France. Or, la filière nucléaire civile, c'est un pur produit de l'ambition gaullienne du CEA. Et on voit bien aujourd'hui que, autour d'Areva, autour d'EDF, on voit bien que ce n'est pas simple, que la position de la France est délicate et qu'il faut s'y atteler sérieusement. Et on voit parallèlement, donc on voit bien que notre modèle, à un moment, rentre dans une ère de difficulté, et on voit surtout surgir d'autres choses. D'abord, ce n'est pas nous qui avons inventé le numérique. C'est embêtant, mais c'est comme ça. Or, il change tout. Et on voit des acteurs du numérique qui sont en train de rentrer dans les domaines qui étaient, on va dire, pour faire vite, les nôtres. Quand on voit, je bavardais il y a quelques semaines avec le président du CNES, qui me disait, vous savez, Elon Musk et SpaceX, c'est-à-dire les fusées récupérables, le premier étage qui décolle et puis qui revient et qu'on réutilise, il dit ça va marcher. Ça va marcher. Dans 3-4 ans, ça va fonctionner. Donc on voit bien que des acteurs nouveaux, inattendus, qui ne viennent pas du monde dont on a l'habitude, sont en train d'arriver dans notre univers industriel. Cet univers industriel du temps de la reconstruction. Et il faut vraiment, vraiment, je pense, aujourd'hui, regarder ça avec beaucoup d'intérêt, de curiosité, et il faut vraiment comment dire, non pas se protéger, mais il faut peut-être faire comme le général de Gaulle, savoir remettre en cause les modèles qu'on a défendus 20 ans plus tôt. Je vous remercie. Jean-Luc Mercier pour cette ouverture extrêmement intéressante à partir de cette séquence sur De Gaulle et la souveraineté nucléaire. Je pense que c'est un vrai plus dans notre débat. Alors, nous avons parfaitement rempli notre mission. Il n'est même pas 15h15. Nous avons même 2 minutes d'avance. Chers organisateurs, combien de temps avons-nous avant la pause? C'est ça, nous avons 30 minutes, c'est merveilleux. Alors, premièrement, messieurs qui êtes là autour de moi, est-ce que vous avez des questions ou des remarques à vous poser les uns aux autres avant de donner la parole à la salle? Je vous en prie, Jacques Goffin. Je suis tout à fait en phase avec ce que vous avez dit sur la connaissance industrielle que De Gaulle a induite en lançant sa politique. Mais je voudrais rappeler une chose. Les débuts, alors après 1946, vous avez cité le vide dans la recherche et la trouvaille des années 40-44, en matière notamment de moteurs à réaction. Les tout premiers réacteurs à tare, après la guerre, sont des inventions allemandes. C'est du pillage industriel allemand qui équipait les Messerschmitt. Et l'Atar 1, l'Atar 2 sont des dérivés des moteurs allemands. Après, on est passé, évidemment. Mais je voudrais compléter. Il ne s'agit pas de dire, dans 5 ans, il va falloir des milliers d'ingénieurs qui sachent faire ça. Bon, le problème a été posé. La réponse des écoles d'ingénieurs a été à la hauteur, en matière spatiale, en matière de résistance des matériaux, voilà. Il ne faut pas que des très grands ingénieurs. Il faut aussi, je dirais, du technicien supérieur. Parce que c'est l'arrivée, et vous l'avez dit aussi, des machines à commande numérique. La machine à commande numérique, elle apparaît à la fin des années 50. Nous ne l'avions pas avant. Donc, la connaissance numérique, il fallait l'instruire.
Et c'est là où il y a, je crois, un trait de génie. Et on comprend pourquoi d'ailleurs Perfit était ministre de la Recherche et plus tard de l'Éducation nationale. C'est la création des IUT et des BTS. Ça n'a l'air de rien, mais tout d'un coup, la France a pu disposer d'une sorte d'armée de techniciens supérieurs qui ont pu être le corps intermédiaire des usines à la fois d'armement et d'industrie civile. C'est très important, ce lien entre la vision de l'industrie nouvelle de la France, en même temps qu'une rénovation de l'éducation nationale pour cette catégorie d'ingénieurs. Alors je ne dis pas les répercussions sociales aussi, c'est-à-dire que des familles modestes ont pu mettre le pied à l'étrier à des jeunes qui n'auraient pas pu entrer à l'université grâce aux IUT. Mais il y a un lien très fort entre ces industries et tout d'un coup l'éclosion d'une génération aux nouvelles technologies. Merci. Est-ce que vous voulez répondre? Non, je pense que... Très bien. Une question, une remarque? Non? Mesdames, Messieurs, la parole est à vous. Je vous en prie. Oui, oui, et très bien. Ben, vous n'allez pas nous réduire. Oui, oui, j'ai bien entendu. Vous n'allez pas nous réduire dans 15 minutes à 5 minutes. Non. Bon, très bien. Merci. Monsieur, je vous en prie. Oui, bonjour. Oui. Parfait, on vous entend. Oui, Yvan-François Camélium. J'aurais aimé qu'on parle de quelque chose qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, c'est l'aspect institutionnel qu'a voulu le général de Gaulle. Ce qu'on oublie, et que je crois nous cause beaucoup d'ennuis aujourd'hui, c'est que c'est 1962. Le général de Gaulle, d'abord, arrive au pouvoir et n'est pas un chef d'État qui peut appuyer sur le bouton, qui a le pouvoir nucléaire, mais au cours de son premier mandat, il le devient. Et l'année 1962, il y a eu les premiers essais nucléaires qui ont été faits. Il y a eu le référendum pour savoir si on allait adopter le suffrage universel. Là-dessus, le général de Gaulle, on l'a oublié, puisque maintenant on critique cette constitution, il y en a même qui voudraient en faire une 6e. Je rappelle quand même qu'elle n'est pas si vieille que ça par rapport aux autres constitutions d'autres pays. Une question, s'il vous plaît. Oui. Et aujourd'hui, si vous voulez, on a oublié quelque chose, c'est que le général de Gaulle voulait être à la fois un président de la République légitime, tous les présidents de la République le sont, et aussi un président légal. Et si mes souvenirs sont exacts, il plaçait la légalité à 60%. Et aujourd'hui, la question, c'est l'aspect dissuasion. Est-ce qu'on peut toujours faire de la dissuasion quand on a certes un président de la République qui est légal, mais on a un président de la République qui n'est plus légitime? Merci pour cette question qui nous entraîne un peu loin, mais je suis sûr que le président Godefroy, ministre, va vous répondre. Je ne vais pas si loin que vous. N'oubliez pas ce qu'a dit de Gaulle. La France, elle était à Londres pour lui. La légitimité était à Londres. Elle l'a suivi. Alors que, honnêtement, Pétain était légal. Il a reçu les pleins pouvoirs d'une Assemblée nationale, élue en 1936 d'ailleurs. Mais de Gaulle a considéré que sa légitimité à lui était plus forte que la légalité de l'époque. Et c'est vrai qu'il y a un lien entre les institutions revues en 1962 et la dissuasion. Il y a un lien parce que celui qui peut menacer de l'arme nucléaire à un éventuel adversaire doit avoir pour lui une assise légale et légitime. Rien de mieux dans un pays démocratique que le peuple. Et on comprend maintenant le référendum sur l'élection du président au suffrage universel. Il y a là un couple entre le suffrage universel et l'utilisation de l'arme nucléaire qui est indissociable. C'est ma réponse. Merci beaucoup, monsieur. Oui, Jacques Bordet. J'ai du mal à vous suivre quand même en me disant, quand vous dites qu'il fallait absolument passer par la fabrication de l'arme nucléaire pour avoir une industrie performante en France après la guerre. Le Japon, l'Allemagne ont eu des industries performantes. Je ne dis pas que ça n'a pas aidé l'industrie française, je dis simplement que peut-être que si on n'avait pas fait de cette façon-là, on aurait une industrie encore plus efficace, encore plus performante, qui finançait directement de l'industrie civile sans passer par de l'industrie militaire.
Oui, je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire, je dis que ça a été le modèle français. On aurait pu faire autrement si on n'avait pas eu le choix. Parce qu'on avait le choix, ce que ni les Japonais ni les Allemands n'avaient. Le choix, il a été de coupler un projet politique, un projet d'indépendance nationale ou d'autonomie stratégique, comme on dit aujourd'hui, avec un projet de développement industriel et économique. Ça a été le modèle français. Il y a des modèles alternatifs, clairement. On aurait pu renoncer très vite à l'arme nucléaire, dire bon, écoutez, nous, ça ne nous intéresse pas, on sera un bon élève de l'OTAN et point à la ligne, et développer effectivement, on aurait pu faire Airbus, Renault, Peugeot, peut-être on aurait eu plus d'argent à mettre dans le plan calcul pour faire des micro-ordinateurs plutôt que des Terra 100, ou voilà. Oui, vous avez raison, c'est simplement le modèle français. Et les Français l'ont approuvé parce qu'ils ont élu des gouvernements et réélu, qui plus est, pendant des années, des gouvernements qui ne contestaient pas ce modèle. Donc voilà, c'est le nôtre et il n'est pas mieux, mais il est à nous. Patelou Monique, bonjour messieurs les ministres, bonjour l'ensemble des intervenants, et je suis très heureuse que la salle soit encore bien occupée, malgré déjà une certaine heure. Je tenais à remercier beaucoup monsieur le journaliste et l'ensemble des intervenants sur les questions qui ont été abordées, mais concernant l'industrie, je trouve très très bien l'IUT et ce serait formidable de le multiplier, mais qu'il y ait, pour éviter que les élèves qui viennent à Paris dans des conditions lamentables de logement et tout, et qui en définitive grugent 550 millions d'allocations logement pour des marchands de sommeil, madame, qui serait souhaitable. Nous sommes dans un débat sur De Gaulle et la souveraineté nucléaire. Oui, non, mais je dis... Merci. Non, je vous en prie. Si vous avez une question précise, tout posez-la, s'il vous plaît. Oui. Donc, afin que les élèves, les étudiants puissent optimiser leur région, qu'il serait souhaitable de créer des GEIE, des groupements européens d'intérêt économique, dont les membres seraient d'activités complémentaires sur la question de la technologie, sur la question de la mise au point de prototypes. La Cour de justice européenne des brevets doit être mise en place à Paris avec une présidence française. Merci beaucoup. Merci infiniment. Mais si. Non, mais je vous remercie pour votre intervention. Nous la prenons en compte et je suis sûr que le président Godefroy a apprécié. Messieurs, mesdames, je vous en prie. Parce qu'on n'est plus en lave-love solo, monsieur. Non, c'est pour ça. Je vous en prie. Une question, je vous en prie. Oui, Éric Danon, merci à tous. Juste une micro-remarque par rapport au mémorandum et aux choses à trois. Un effet 50 ans après, quand même, de tout ça, c'est que, quand même, en Occident, le P3, c'est-à-dire les États-Unis, le Royaume-Uni et nous-mêmes, on est quand même à la base d'énormément de travail en commun pour ce qui est, je dirais, de la politique et de la vision du monde. Alors, ce n'est pas de la coopération pratique technique, ça, on garde ça pour Lancaster et d'autres choses plutôt en bimulti à trois. Voilà, ça c'était juste une petite remarque.
Deuxième petite remarque, vous n'avez pas évoqué la question liée à la doctrine. C'est-à-dire qu'en réalité, avec la souveraineté nucléaire et avec l'acquisition de la bombe, De Gaulle fixe aussi progressivement et à sa suite une doctrine qui ne sera jamais réellement remise en cause, à part quelques petites choses sur l'ultime avertissement et parfois sur la question du terrorisme. En réalité, ça fait aussi partie de cet ensemble régalien, mais qui a, me semble-t-il, appauvri le débat français. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de vrai débat sur la doctrine parce que De Gaulle l'avait fixé de façon telle que finalement, il y avait peu de marge de manœuvre pour Amodier. Non, je sais, Bruno, tu vas faire la tête, mais je pense sincèrement qu'il y a quelque chose de ça par rapport à différentes doctrines d'emploi qu'ont eu les Américains. Au fur et à mesure, par rapport notamment à l'Union soviétique et à la Russie, je pense que nous avons gardé quasiment toujours une doctrine gaullienne et que dans notre pays, ça va avec, pourrait-on dire, le package de la bombe et de la doctrine française. Est-ce que... Oui, so what, mais ça me paraît important par rapport justement au consensus. Ce matin, Jean Guinel disait c'est un consensus de façade, il n'y a pas de débat, etc. Je pense que ça joue aussi sur la qualité du consensus français vis-à-vis de la bombe. Un mot quand même, est-ce que vous pensez que pour le général de Gaulle, l'acquisition de l'indépendance nucléaire, le fait d'avoir la bombe, etc., relève, comme c'est le cas maintenant aussi, d'une vision du monde et d'une vision d'un ordre mondial, où au fond, à cette époque, il le fait pour la France et exclusivement pour la France, sans trop se soucier de ce que cette acquisition du nucléaire va entraîner plus tard par rapport à la mise en place de l'ordre nucléaire mondial, pourrait-on dire, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour cette question à laquelle je vais essayer de répondre parce qu'elle est difficile. D'abord, je ne suis pas aussi sûr que vous que le général de Gaulle ait fixé de façon aussi rigide que vous l'avez dit la doctrine française. En réalité, je pense qu'il y a beaucoup d'ambiguïté dans cette façon de délimiter ce qu'il convient de penser sur le plan du nucléaire, pour une raison toute simple. C'est parce qu'on est en pleine conception. De Gaulle ne veut pas rigidifier les choses, et les choses vont à mon avis, être beaucoup plus souples dans son époque et par la suite. En ce qui concerne la conception, la vision de Gaulle, j'ai insisté sur l'intérêt d'avoir donné comme titre De Gaulle et la souveraineté nucléaire. En effet, pour De Gaulle, le monde est fait d'États-nations. D'États-nations, et pour lui, la souveraineté est extrêmement importante. Pour lui, le fait d'un État est extrêmement important. Quand il reçoit des chefs d'État africains, il leur dit « Vous avez à faire un État. Vous devez accomplir cette tâche de concevoir, de fortifier votre État. » Et pour lui, bien qu'il ait évidemment une conception assez aristocratique de la planète d'une façon générale, y compris Conseil de sécurité, membres permanents, etc., il a une conception très égalitaire des choses, et en particulier sur le plan du nucléaire. En effet, comme je l'ai dit par la citation que j'ai donnée tout à l'heure dans sa réponse à Dean Rusk, il voit tout à fait la possibilité, et même il ne concevrait pas pourquoi tel ou tel État n'aboutirait pas à obtenir la souveraineté nucléaire de la même façon. Il n'y a aucune raison de refuser à tel ou tel État d'être une puissance nucléaire. Donc je crois que de ce point de vue-là, c'est un point tout à fait intéressant dans sa conception, et s'il se refuse à la dissémination et qu'il dit qu'il n'y participera pas, sa conception de l'égalité souveraine des États fait qu'il ne
il ne veut pas refuser la possibilité à tel ou tel État d'être nucléaire. Et ça, je crois que c'est très important. Vous vouliez dire un mot, Président ? Allez-y, je vous en prie. Oui, je voulais réagir sur le mémorandum et la postérité du mémorandum. Effectivement, en fait, et ça commence déjà dès les années 60-70. Dans les années 60, il y a un groupe de planification tripartite sur Berlin qui, en fait, discute dans les années 61-62 de stratégie nucléaire. On discute de problèmes de seuil d'emploi à cet endroit-là. Et dans les années 70, c'est le Quad dont on a pu parler ouvertement qu'à partir des années 90. Mais donc il y a une postérité effectivement du mémorandum et je vous rejoins complètement là-dessus. La deuxième chose, sur en fait la question de la non-prolifération, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une distinction dans la vision gaullienne entre par exemple vis-à-vis de l'Allemagne. De Gaulle, évidemment, ne veut pas donner l'arme à la RFA, il ne saurait en être question. C'est le dernier casus belli qui pourrait mettre le feu à la guerre froide, si je puis dire. Mais en même temps, il refuse d'adhérer au TNP, car c'est un accord inégalitaire. Et il y a un argumentaire aussi vis-à-vis de l'Allemagne, en fait, adhérer à ces accords de limitation de l'armement nucléaire, que l'Allemagne y adhère. Ça, c'est aussi un renoncement à l'idée d'une défense européenne indépendante, qui serait axée sur le franco-allemand, par exemple. Et c'est dit clairement dans une archive en 61 à Macmillan. Donc il y a quand même aussi un égalitarisme entre États dans le souverainisme de Gaulle qui s'applique à tous les États en réalité, si on le lit attentivement. Alors, au fond, vous avez dénoncé, à juste titre, la pensée unique en matière de doctrine nucléaire. Vous avez raison. Je voudrais quand même signaler que lorsque De Gaulle revient en 1958, il sollicite les Américains pour connaître, le contenu des B-52, qu'ont-ils dans leur soute, et quel est leur plan de vol. Les deux questions ont reçu une réponse négative. C'est-à-dire que du sol national, le gouvernement français ne savait pas ce que devaient faire les avions, les bombardiers américains, et où ils devaient aller. À partir de là, on a tout compris. Bien. Je ne sais pas. 5 minutes 5 minutes. Alors, oui. Patrick Bourret, c'est juste pour une remarque qui ne prendra que 30 secondes. On a parlé tout à l'heure de l'approche du gouvernement gaulliste au début de la Ve République vis-à-vis des sciences et des technologies. Il y a une réforme dont on va fêter le cinquantenaire l'année prochaine et qui, à mes yeux, au moment où on m'a demandé de travailler dessus, ne me paraissait pas si importante, mais plus je creuse dans les archives, plus je m'aperçois qu'elle est fondamentale. C'est tout simplement la fusion des corps des ingénieurs de l'armement. Il y a eu une délégation ministérielle à l'armement créée en avril 1961 qui vous a rapproché des ingénieurs des fabrications d'armement, les ingénieurs de l'air, les ingénieurs des télécommunications, etc. Au-dessus de tout ça, se considérant comme largement supérieur à tout le monde, il y avait le génie maritime qui refusait de se mélanger, mais tout ça était dans le même groupe. Et 8 ans plus tard, on aboutit à une fusion des corps, et si on lit bien les attendus de cette loi qui date de 1968, on vous donne un argument qui est massu, c'est parce que sont en train de se développer deux sciences fondamentales qui sont transverses et que l'on ne pourra plus voir uniquement à travers les boutons des uniformes et des armées. Deux sciences qui sont transverses. Un, c'est l'informatique, qui va être transverse à toutes les armées. Deux, c'est l'atome. Partant de là, il faut avoir dans les armées les techniciens et les ingénieurs qui vont bien pour pouvoir voir l'ensemble de ces problèmes à travers toutes les armées. Merci. Donc c'est tout à fait en raccord avec ce que disaient tout à l'heure les intervenants. Merci. Derrière, s'il vous plaît, la dernière question. Oui, Max Moulin. Jean-Dominique Merchet a évoqué l'épuisement du modèle industriel français. Est-ce que cet épuisement est dû à finalement l'absence de vision à long terme, et est-ce que par hasard ce ne serait pas la Chine qui serait en train d'appliquer
le modèle gaullien avec une vision, je dirais, globale et systémique sur le long terme, en matière d'industrie, de défense, de nucléaire, etc. Alors, sur la deuxième partie de la question, oui, je crois que ça y ressemble, clairement, en y rajoutant un développement économique considérable qui est à la taille de la Chine. Mais honnêtement, sur l'épuisement du modèle, moi je me pose la question et je n'ai vraiment pas du tout la prétention d'avoir des réponses. Je ne dis même pas qu'il y a un épuisement. Je dis il faut se poser la question, savoir si notre modèle, le modèle sur lequel on repose, il a été fait monsieur le disait, entre 45 et 70 durant ce quart de siècle. Bon, ce qui était vrai alors, ce qui a marché alors, est-ce que ça va encore marcher dans 20 ans? Voilà la question qu'il faut qu'on se pose. C'est pas parce que ça a marché que ça va toujours continuer à marcher. Voilà, c'est ce que je veux dire. Les causes, très honnêtement, je pense qu'il y a des tas de gens ici qui ont des tas d'idées là-dessus, ici et ailleurs. Moi, je l'observe, mais je ne sais pas répondre à cette question. Et honnêtement, bien malin est celui qui sait y répondre aujourd'hui.